Bientôt midi et demi, comme tous les jours, le temps du grand débat politique, alliances et conséquences. Nous sommes toujours avec Arlette Chabot et nous accueillons sur ce plateau François Calfon pour le Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour Valérie Gomez-Bassac, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Jérôme Rivière, Bonjour. Député européen du Rassemblement national. L'intérêt d'un bon feuilleton politique, c'est qu'il a des épisodes successifs, plus ou moins savoureux. Laissez-moi vous raconter la matinée chez les Républicains. Le comité stratégique a eu lieu ce matin dans un climat qu'on imagine, dans une sacrée confusion. Tiens, allez, pour le clin d'œil, preuve en est, Christian Jacob, à son arrivée, commence par nous dire que Renaud Muselier ne sera pas là. On ne va pas parler ce matin parce qu'il m'a annoncé hier soir qu'il ne venait pas ce matin, qu'il serait à la CNI ce soir, mais qu'il ne serait pas là ce matin. Voilà. Et qui arrive 3 minutes après, même pas, Renaud Muselier, justement. Donc Christian Jacob n'était pas au courant de sa venue, mais il était bien là. Renaud Muselier, il y avait des petits problèmes sur les cartons d'invitation, c'était pas très clair, ça commençait pas très bien, il y a eu explication de texte, et puis à la sortie, le même Renaud Muselier a tenu ses propos. C'est moi qui décide, monsieur. C'est moi qui décide. Vous devez appeler M. Estrosi avant de valider la décision? Non, je veux bien montrer que je suis libre, indépendant. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide pour moi, ce n'est pas le Président de la République qui décide pour moi, ce n'est pas ma formation politique qui décide pour moi, je suis un homme libre. Et je le fais avec mes amis dans le cadre de mon travail que j'ai toujours fait au sein de ma famille, que tout le monde reconnaît. Moi, je n'ai jamais trahi, monsieur. C'est lui qui décide, vous avez suivi tout ça, Noé Gandillot. Est-ce que Christian Jacob a la même lecture des choses ? Alors ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure, face aux journalistes, il est apparu plutôt conciliant dans une volonté manifeste d'apaisement avec Renaud Muselier. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien, ils sont amis depuis 30 ans. Et puis Christian Jacob l'a dit clairement ce matin, il y a pour moi un côté déchirant dans cette situation, fin de citation. Et d'ailleurs, après la grande réunion de ce matin avec tous les ténors de LR, et notamment François Baroin qui n'a pas retenu ses coups, après cette réunion, Christian Jacob et Renaud Muselier se sont vus seul à seul dans un bureau pour esquisser un terrain d'entente, une sortie de crise. Visiblement, les esprits sont assez apaisés à l'heure où je vous parle de part et d'autre. Il n'est plus du tout question d'aller jusqu'à une exclusion du parti. On écoute Christian Jacob. On n'est pas du tout dans un sujet d'exclusion. On est dans un sujet qui est simple. Il y a dans cette région un très bon bilan de la majorité régionale, qui est la majorité régionale, les Républicains. C'est ça qui est important. Il y a aujourd'hui effectivement une manœuvre politicienne d'En Marche, parce qu'encore une fois, ils font le constat d'échec de ne pas pouvoir conduire une liste, et donc ils sont dans des petites manœuvres. Il faut savoir les éviter et rebondir sur nos bases. Et quant à l'hypothèse d'une liste estampillée LR contre Renaud Muselier en PACA, là aussi, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Et ça, c'est Renaud Muselier qui l'a dit tout à l'heure, lui qui, hier soir, avait déjà tenté d'apaiser les esprits en précisant qu'il n'y aurait ni ministre ni député sur sa liste, sous-entendu aucun ministre ou député de La République En Marche. Reste à savoir si cette solution sera suffisante pour Christian Jacob ou si le patron de LR exigera des concessions supplémentaires. Réponse en début d'après-midi en principe. Et on suivra ça avec vous, Noé Gandillot, Stéphane Urgoulescu. Merci beaucoup. Avant de vous entendre sur ce plateau, j'invite à distance un membre du comité stratégique des Républicains, Daniel Fasquelle. Merci d'être avec nous. Daniel Fasquelle, un peu de clarté, je vous en prie. Est-ce que vous soutenez toujours Renaud Muselier ? Et nous sommes en discussion, c'est la preuve que c'est un parti où chacun peut s'exprimer et où les points de vue vont se rapprochant. Ce qui est clair, c'est que nous sommes unanimes pour condamner cet accord piloté depuis l'Élysée et Matignon avec la liste En Marche. Nous pensons que Renaud Muselier peut gagner au regard de son bilan et de son équipe sans cette alliance avec En Marche. Nous sommes aussi unanimes pour dénoncer une manœuvre politicienne. On voit bien qu'En Marche est en très grande difficulté l'ensemble des régions de France, et on essaye un peu de détourner l'attention de cette réelle faiblesse d'En Marche s'agissant des élections régionales. Et sur ce point, il y a également unanimité. Il y a unanimité aussi pour considérer que ça n'est pas une bonne stratégie et que si on veut éviter de demain donner les clés d'une région aussi importante au Rassemblement national, il faut éviter ce genre de manœuvre qui risque de tourner un certain nombre d'électeurs de la liste que veut porter Renaud Muselier. Mais tout en évitant, si j'ai bien compris, une exclusion et tout en évitant une liste concurrente. Donc vous n'avez plus beaucoup de choix. Je pense que Renaud Muselier a bien compris qu'il était sous le coup d'une manœuvre politique. La preuve, c'est que c'est le Premier ministre qui, je pense, a autre chose à faire aujourd'hui, qui a annoncé cette alliance, qui s'en a
s'en est réjoui, avec un certain nombre de cadres d'En Marche dans la foulée. Nous ne sommes pas dupes. Il y a là une manœuvre politicienne qui vise à déstabiliser les Républicains. Et c'était l'intérêt d'une discussion que nous avons eue ce matin avec Bruno Muselier. Nous allons affiner les choses tout au long de cette journée. Il n'est pas question d'exclusion, comme l'a dit Christian Jacob. Par contre, il n'est pas question non plus d'une alliance avec En Marche à l'occasion de ces élections régionales. Voilà, c'est le chemin que nous sommes en train de tracer avec Bruno Muselier. Il y aura une commission nationale d'investiture ce soir, vite fait, et écouterons avec attention les propositions de Renaud Muselier pour une liste qui soit une liste indépendante, comme il a pu le dire, notamment indépendante de toute manœuvre de la part de l'Élysée ou de Matignon. Ah bah alors justement, je ne sais pas si ce sont des manœuvres, mais pendant que vous étiez réunis, Valérie Gomez-Bassac, vous qui êtes députée, je ne sais pas si vous avez entendu Jean Castex dire à la majorité, ceci à l'Assemblée, l'opération, référence, c'est notre journaliste Bastien Auger qui relaie ça, l'opération d'unité ou de fusion a le mérite de poursuivre le dépassement et de mettre chacun devant des responsabilités, a dit Jean Castex, devant les membres de la majorité, les cadres de la majorité, pardonnez-moi, c'est pas devant les parlementaires, devant les cadres de la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vous, à La République En Marche, il n'y a aucun doute sur l'idée qu'il faut fusionner avec Renaud Muselier? Alors déjà, nous parlons de la région PACA, qui est quand même une région particulière. Je ne tiendrai peut-être pas le même discours sur toutes les régions, et je suis de cette région-là, donc que je connais bien. Particulière parce que... Et parce qu'il y a déjà, on parle beaucoup de Renaud Muselier, mais il y a également la position de M. Estrosi, la position d'Hubert Falco, qui tous sont aussi pour l'unité, et ce sont des fidèles chez les LR. On peut pas les attaquer d'infidélité par rapport à leur parti. En tout cas, en ce qui concerne Hubert Falco, il est vraiment un LR pur. Pourquoi cette unité? Parce qu'il y a déjà une volonté d'avoir un projet commun. Alors je sais que quand on dit ça, on me dit non, mais c'est pas possible, vous auriez pu mener la liste, mais autant être clair de suite avec les électeurs. Il y a une histoire aussi. Il y a Castaner qui s'était retiré auparavant pour permettre cette victoire. À l'époque socialiste et à l'époque au second tour. Il faut se rappeler qu'il était socialiste. Oui, je fais François Calfon, vous n'avez pas oublié ça. Un petit raccourci. Monsieur Muselier a une liste qui est déjà très large, puisqu'il a un peu de tous les partis, que ce soit AGR, Modem, il a des En Marche d'ailleurs également dans sa liste. Donc je ne vois pas aujourd'hui pourquoi ça crée autant d'effervescence. Je trouve que ça montre qu'il y a une droite qui est constructive, où on retrouve d'ailleurs certains des membres dans le gouvernement, une droite au niveau local aussi qui va aussi dans ce sens-là, une opposition venant de l'extérieur qui est peut-être dommage parce que justement il y a quelque chose de bien à faire. C'est pas encore une fois une alliance LR-LAREM, c'est une alliance de M. Muselier avec Sophie Cluzel ou d'autres. Enfin, alors visiblement, il veut plus de Sophie Cluzel, il veut plus de ministres, comme s'il fallait plus trop non plus le tampon La République En Marche pour Renaud Muselier. Non, il veut pas de mandats nationaux. Oui, oui. Ça vise aussi. Il présente ça, pas de ministre, pas de parlementaire. Je voyais faire non de la tête. Bah non, parce que tout ça, là, ce matin, c'est un replâtrage pathétique. De quoi on parle, de l'alliance d'une lâcheté, celle de Renaud Muselier qui a peur de perdre face à M. Mariani, rien d'autre. Il l'a d'ailleurs dit à des cadres en disant j'ai la trouille de perdre, il l'a dit clairement, et d'un opportunisme qui est celui de La République En Marche et qui sait très bien que sous son propre pavillon, ils vont prendre une veste généralisée au régional. Et puis on chapeaute ça par un Machiavel au petit pied, qui est le président de la République. D'ailleurs, M. Castex parle d'opération. C'est OSS 117, leur truc, pardon de le dire, qui consiste à fracturer toutes les familles politiques, puisqu'il se sait impopulaire, et il veut nettoyer le champ politique pour le Rassemblement national, qui aura la conclusion de notre tour de table. Mais à force d'avoir des pieds nickelés à la manœuvre politicienne, ils vont donner une région au Rassemblement national. Ils prétendent le contraire. Oui, mais d'accord. Mais ça fait barrage au Rassemblement national. Je n'en fais pas l'avocat, ils sont capables de se défendre. Mais les LR ne sont pas rentrés dans cette combine. Quant à la possibilité de maintenir une liste LR, c'est rajouter 2 voies encore à l'autoroute qui conduit à la région. S'il y a une liste concurrente, vous voulez dire LR face à Renaud Muselier. Donc, M. Macron souhaite nettoyer le champ politique. Il s'y emploie chaque jour. Effectivement, on pouvait supposer qu'il avait autre chose à faire en ce moment, mais manifestement, ça n'est pas le cas. Il se retrouvera peut-être, c'est ce qu'il souhaite au second tour face à Marine Le Pen, et là, il va tous nous appeler au secours. Attention. Déjà, les Français n'aiment pas qu'on leur dicte une élection, mais à force d'humilier, de couper façon puzzle l'ensemble du champ politique, tout ça parce qu'on n'a pas ce rapport aux Français,
eh bien, on risque la catastrophe. Vous nous l'avez On y déjà va. dit sur ce plateau, vous, le Front républicain, vous êtes de plus en plus sceptique, Pourquoi j'entends. on n'est pas convoqué à sauver M. Macron quand M. Macron se comporte comme ça. Jérôme Rivière. Vous savez, j'étais député UMP dans les Oui. Alpes-Maritimes, comme Thierry Mariani, qui était député UMP puis LR. Oui, Donc vous le c'est une région Et Jean-Paul et une qui zone, est et Jean-Paul en Garot, Occitanie, tête de liste, et qui est un ancien aussi UMP. et Sébastien Chenu et un certain nombre d'autres cadres et élus du Rassemblement national. Ce qui m'a marqué ce matin, c'est cette forme de rétropédalage, un petit peu, que fait Renaud Muselier. On ne sait pas bien pourquoi. J'étais il y a une heure avec des dirigeants des LR qui expliquaient qu'en fait, il allait essayer de faire une liste dans laquelle il y aurait un quart maximum d'élus En Marche. Donc en fait, on voit bien que c'est une opération où jamais le fond n'est évoqué. On ne sait pas sur quoi ils se mettent d'accord. Est-ce qu'ils partagent un même projet pour la région PACA? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont une même vision de la région PACA? Pas du tout. En fait, c'est un arrangement pour des places. C'est des magouilles, c'est ce dont les électeurs ne veulent plus. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis parti. Ça fait partie des raisons pour lesquelles Thierry Mariani est parti. On a besoin de savoir pourquoi on s'engage, pourquoi on fait campagne, et de le présenter clairement devant les électeurs. Et une fois qu'on a été élu, de tenir les engagements qu'on a pris. Enfin, vous êtes les premiers à réclamer un élargissement et des alliances. Qui est des accords. Discours que nous tenons Marine Le Pen. Qui est des accords. Voilà. Rien n'est scandaleux dans le fait de passer des accords. Ce qui est scandaleux, c'est de le faire sans aucun projet. Il y a deux jours, Renaud Muselier était sur une chaîne de télévision pour expliquer « Jamais je ne ferai un accord avec La République En Marche. Il n'y aura pas de combine d'appareils. 48 heures plus tard, c'est une combine d'appareils. C'est ça dont les gens ne veulent plus. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes audibles, nous sommes entendus, on porte un vrai projet et en plus, on présente quelque chose de cohérent jusqu'au bout aux électeurs. Arlette Chabot, situation compliquée. On se demande, François Calfonge, si les Républicains vont devenir ce qu'est aujourd'hui le Parti Socialiste, c'est-à-dire une force d'appoint. Mais attendez, est-ce que c'est ça qui se joue pour les Républicains? Non, mais juste une précision, parce que la force d'appoint, on verra au soir du deuxième tour des élections régionales quelle force politique animera quelle région. Je prends date avec vous. Mais bien sûr qu'on sera là, Arlette Chabot. Ce qui est difficile pour les Républicains, c'est qu'effectivement, il y a un accord qui était possible. Effectivement, il y a une semaine, Renaud Muselier disait « J'ouvre les bras, je tends la main à tous ceux qui veulent venir partager mon projet pour la région. » Ok, il aurait pu effectivement, pourquoi pas, faire entrer sur ces listes des responsables, des membres en tout cas, de La République En Marche. Ce qui devient effectivement une opération, pour reprendre le mot utilisé par le Premier ministre, c'est justement que cet accord, cette alliance possible est annoncée par le Premier ministre et qu'elle annonce, lorsqu'il évoque le dépassement des clivages, un retour à ce qui a été la première OPA 2017 sur, évidemment, les élus républicains qui ont rejoint le président de la République. Donc, du coup, forcément, on se crispe du côté des Républicains parce que pour eux, 2022, c'est une question de survie. Avoir un candidat, essayer de qualifier ce candidat pour le second tour, et donc pas du tout envie de se laisser croquer d'un côté par le Rassemblement national qui veut les électeurs et de l'autre côté par Emmanuel Macron qui veut aussi les élus et les électeurs. On va suivre l'évolution de ce feuilleton. On attend donc un communiqué de Renaud Muselier. On verra quelles sont réellement ses intentions désormais. On ne cesse, et d'ailleurs, y compris dans un sondage aujourd'hui concernant les régionales, de parler du besoin d'autorité, de sécurité des Français qui en réclament, par exemple, avec des polices régionales, des polices de lycée, dans les transports. Je vous parle de ça parce qu'on ne fait pas le lien direct entre les compétences d'une région et la sécurité, mais c'est un sujet qui s'impose. Et aujourd'hui, il y a un exemple assez sidérant, qui n'est pas nouveau, mais ces derniers jours, qui raconte peut-être des riverains, des Français réduits à une forme d'autodéfense. Durant 2 nuits consécutives à Paris, des tirs de mortier ont été entendus, avenue de Flandre notamment, dans le quartier assez large de Stalingrad, des tirs qui pourraient provenir de riverains excédés par le bruit, par l'insécurité, alors que ce quartier est gangréné par les toxicomanes, consommateurs de crack, et par les dealers, bien sûr, qui vont avec. Écoutez le témoignage d'une riveraine tout à l'heure avec Éric Brunet. Maintenant, oui, ça fait des mois et des mois, voire des années, que ces gens sont là, qui sont bruyants, qui agressent. Il y a un sentiment d'insécurité qui est croissant dans le quartier, c'est impressionnant. On ne dort plus, on est constamment réveillé par des cris, par des bagarres. La journée, il y a certaines rues qu'on évite. On contourne, on change de trottoir parce que avec nos enfants, on croise des personnes qui sont en train d'allumer des pipes à crack, en train de se piquer. Il y a certains jardins d'enfants qu'on est obligé d'éviter, même si je ne valide pas cette réaction, qui pour moi me semble dramatique, mais je la comprends.
Et il faut lire ce que dit le maire du 19e arrondissement. Ce n'est pas compliqué, on est devenu un sanctuaire de la consommation de crack en France. On attire même des consommateurs de toute l'Europe. Et ce qui est frappant, c'est peut-être cette idée qu'il va falloir qu'on règle les choses nous-mêmes. Avec ces tirs de mortier, de feux d'artifice, François Calfon, quand on est réduit à ça, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de solution qui nous est proposée quand on est habitant de ces quartiers. Écoutez, ce problème-là, il existe depuis des décennies. Oui. Et grâce à des reportages que les télévisions vous avez faits, ce que dit François Dagneau, le maire du 19e, est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de province, qui sont semi-insérés dans la vie classique, qui ont des enfants, qui travaillent, et qui viennent se shooter au crack dans le 19e arrondissement. Moi, j'étais à Paris il y a plus de 20 ans, le problème existait déjà. Alors ensuite, ça renvoie à donc il n'y a pas de solution miracle. J'entends bien qu'on va m'expliquer qu'il y en a une, mais la vérité doit nous imposer de dire qu'il n'y en a pas. La deuxième chose, c'est que il y a un problème. Je ne sais pas où sont les créations d'effectifs de M. Macron en matière de police nationale, mais partout en Ile-de-France, nous avons des problèmes d'effectifs de police. J'en veux pour preuve, puisque vous l'avez évoqué dans votre question, le fait que la police des transports, je parle bien de la police nationale, et non pas des ministres de la RATP ou de la SNCF, a diminué ses effectifs, entendez-le bien, dans la période récente. Donc je ne sais pas où sont passés les nouveaux effectifs de M. Darmanin et de M. Castaner. Le troisième élément, et je le dis, alors là, c'est à Paris, il y a la création d'une police municipale qui va intervenir, qui a été décidée par la maire de Paris. Longtemps, elle a pensé, pour des raisons républicaines, que c'était à l'État. Elle a changé d'avis là-dessus. Ben oui, mais parce que tous les maires sont conduits à changer d'avis. Mais c'est pas un problème sécuritaire, François Calfon. Et je m'attendais pas à ce que vous alliez sur ce terrain sécuritaire. Vous savez, parce que ce sont aussi si c'est un problème sécuritaire, parce que quand cette mère de famille va à l'école avec ses enfants, elle n'a pas envie d'avoir des gens hagards. Bien sûr, il y a les sujets de traitement des personnes, de soins. D'ailleurs, les salles de consommation sécurisées, parce que soit on dit qu'il n'y aura jamais de problème de drogue, soit on le traite. Toutes les oppositions à Mme Hidalgo et auparavant à M. Delanoë s'y sont opposées. Les salles de shoot, oui. On appelle ça salle de shoot. C'est déjà quand on a un point de vue sur la chose. Vous me dites, c'est pas qu'il y a un problème de sécurité. C'est un problème de consommation sécurisée, pas dans l'espace public, et c'est un problème de police. Eh bien, le problème de police, j'en termine d'une phrase, comme ça vous pourrez à dessein me critiquer, ce qui est la vie du débat. Mais par exemple, mon ami Mathieu Hanotin, qui est maire de Saint-Denis, il a fait passer sa police municipale d'une dizaine d'effectifs à plus de 100 effectifs armés avec des brigades cynophiles. Voilà où en sont les maires, c'est-à-dire à gréver leur budget de par l'absence d'effectifs de la police nationale. Jérôme Rivière. Je vais vous surprendre, il y a un problème de police, effectivement, mais on ne peut pas réduire la difficulté et les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui à les simples difficultés d'effectifs de police. Il faut les augmenter et il faut avoir une réponse policière. Mais derrière, si vous avez une chaîne pénale qui ne répond pas, c'est-à-dire que lorsque des policiers vont arrêter des dealers et que le lendemain ils sont remis en liberté ou 2 jours plus tard ils sont remis en liberté, qui peuvent reprendre leur activité, c'est là qu'on a une difficulté. Et Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui, c'est le mauvais génie de ce gouvernement. Attendez, un toxicomane, vous n'allez pas le mettre en prison aujourd'hui. Je viens de vous parler du dealer. Oui, j'entends bien. Aujourd'hui, vous devez, pour éviter la vente de drogue, il faut déjà s'attaquer à ces trafics. Et pour s'attaquer à ces trafics, vous avez besoin des policiers, mais vous avez besoin d'une réponse pénale. Et je le répète, Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui, mène une politique pénale qui déstructure la sécurité de l'État, l'autorité de l'État. Et c'est tant qu'on n'aura pas, tant que Emmanuel Macron ne réalisera pas que la réponse policière, c'est insuffisant, parce qu'il faut aussi une réponse pénale, on continuera d'avoir ce chaos. Une proposition de loi qui vient d'être présentée. La loi, vous le savez, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Et vous le savez qu'aujourd'hui, elles ne sont pas systématiquement pas appliquées. Et que vous demandez à n'importe quel policier, à tous les syndicats de police, ils sont obligés d'affronter les délinquants qui ressortent 48 heures après avoir été mis en prison. Valérie Gomez-Bassac, quel est votre regard? On a beaucoup relayé les propos des généraux, vous savez, qui disent qu'il y a un risque de guerre civile. Je ne sais pas quelle est la réalité de ce risque. Là, on voit un sentiment, c'est que des riverains, lassés de ne pas trouver de solution et de réponse proposées par l'État, en viennent à agir de leur propre initiative. Non, mais c'est vrai que c'est dangereux, et puis ça démontre aussi un climat général, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes en détresse. J'ai envie de commencer plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire pourquoi autant de personnes, comme vous dites, des bons pères de famille, etc., qui se réfugient dans la drogue. Donc on voit qu'il y a un manque de repères, que ce soit familial, social, etc. Donc ça interroge. Et il faut déjà travailler sur les causes. Il faut en effet mettre fin à tous ces trafics
trafic, parce que ce qui est dangereux, c'est pas la personne qui se drogue, c'est plutôt ceux qui trafiquent autour. Donc mettre fin à tous ces trafics. Et en ce qui concerne les moyens, je crois que les moyens sont mis sur la table, mais c'est vrai qu'il faut continuer, aller plus fort, plus vite. Et bon, vous dites que vous voyez pas de policiers. Moi, je vois dans le Var, excusez-moi, je vous parle de la région, du département que je connais. Il y a quand même beaucoup plus de forces de l'ordre qui ont été amenées. Il faut continuer en ce sens. Il faut avoir le temps de les former également, mais c'est certain qu'il faut travailler comme cela. Vous parliez de la justice et de Dupond-Moretti. Moi, je trouve qu'au contraire, mettre 8% de budget supplémentaire et là, avoir des lois qui vont arriver pour essayer d'avoir des délais plus courts, pour essayer d'être plus rapide, plus efficace et de faire une justice finalement plus proche, eh bien, je pense que c'est tous ces facteurs-là ensemble qui doivent être combinés et qui nous permettront d'avancer. La répression, c'est bien, mais il ne faut pas que la répression. Mais d'autant qu'encore une fois, ces familles, et le témoignage en témoignait, c'est le cas de le dire, c'est face aux toxicomanes. C'est les toxicomanes qu'ils ont face à eux. C'est le degré de violence. Et ces gens-là, qu'est-ce que vous... J'entends bien, si vous coupez le deal, vous n'avez pas de toxicomanes. Mais il faut une prise en charge. Vous ne pouvez pas les incarcérer de force dans des hôpitaux psychiatriques. Oui aussi, mais là, c'est la violence autour. Et il ne faut pas envoyer de mauvais signaux. Et vous avez par exemple, excusez-moi, mais de nombreux députés de La République En Marche qui ont lancé un débat sur la dépénalisation du cannabis en essayant... Ce sera demain, on en reparlera demain. Oui, mais ce sont des signaux très contradictoires. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron, et on voit que le chaos, le délitement de la société française est en train de s'accélérer. Et c'est ça qui est inquiétant. Ça, c'est pour couper court au trafic, c'est leur justification. Avec le Rassemblement national, et il bénéficie d'une situation. Vous avez été député UMP, du coup, vous étiez dans une majorité qui a gouverné. Oui. Vous êtes plus modéré que certains de vos camarades, si vous assumez ce mot. Mais c'est qu'ils nous expliquent des choses comme si, quand ils allaient venir en responsabilité, comme par magie, les problèmes allaient se résoudre. Pas par magie, avec des propositions Bien concrètes. sûr. Alors, moi, puisque ça a été établi, y compris par vous-même, oui, vous m'avez surpris, que tout n'est pas un problème de police. Il y a donc un triptyque, et je le dis sans aucune espèce de polémique, le triptyque du soin vis-à-vis, y compris de la détresse psychique de nos concitoyens, qu'il faut assumer. Et donc, ça veut dire, si on était un petit peu constructif, que oui, il faut de la consommation sécurisée, de la réinsertion, ou alors je ne comprends plus rien, parce qu'on ne va pas emprisonner par rapport à des gens qui font des atteintes aux personnes, les gens pour une simple consommation de drogue, à moins que vous préconisiez ça. Le triptyque de la sécurité, il est clair qu'il faut plus de forces de sécurité, et le triptyque de la justice. Mais comment vous pouvez dire, pardon de vous le dire, alors que ça fait 30 ans, tout gouvernement confondu, qu'il y a un échec du tout répressif en matière de consommation. On n'a pas mené le tout répressif, c'est attendez. Oui, parce que j'aimerais qu'Arlette Chabot puisse quand même s'exprimer. En matière de consommation, et dire, non, mais il faut continuer comme ça avec tambour et trompette, alors que dans des tas de pays, par exemple... Pour vous, ça ne fonctionne pas. Le tout sécuritaire n'est pas une solution. Clairement, ça crée une économie parallèle. Là, on n'est pas sur des fumeurs de joints tranquilles. C'est le crack, c'est quand même beaucoup plus lourd. Qui est une vraie cochonnerie. C'est pas exactement la même chose. Petite remarque, quand on parle de ces jets de mortier, ces tirs, il faut quand même être un petit peu prudent. Est-ce que ce sont des gens du quartier ou est-ce que c'est aussi des règlements de compte entre bandes? Ce qui est terrible, au fond, c'est l'impuissance de l'État, des gouvernements successifs, que constatent toujours les Français. Et puis pour le gouvernement, la difficulté, c'est de dire que le combat contre la drogue est évidemment la priorité aujourd'hui, dit le ministre de l'Intérieur, et puis ces images qui continuent. Et ça, c'est encore une fois impuissance, engagement très fort des gouvernements, des ministres de l'Intérieur successifs, et puis des résultats qui n'arrivent pas. Et on tourne en rond et on se pose encore une fois toujours les mêmes questions. On revient juste après ça, on poursuit notre débat, on s'intéresse à une commémoration, peut-être à minima, disent certains, celle demain de Napoléon. Votre programme avec Slim Sonic, la révolution minceur. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Jeanne n'a pas perdu le goût, mais elle n'a plus faim en ce moment. Lucas n'a pas de courbature, mais il se sent comme vidé. Abdel n'a pas de fièvre, mais il a du mal à dormir. Sophie n'a pas de problème respiratoire, mais elle a l'impression d'étouffer. Pas besoin d'avoir la Covid pour se sentir mal. Anxieux ou déprimé, parlez-en à vos proches ou à votre médecin. En parler, c'est déjà se soigner. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au
fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. A plus. Bon après-midi. Ok les gars, vous êtes chaud? Carrément, c'est parti. Depuis quand on n'a pas fait ça? Ça me rappelle trop de souvenirs. Ah, attendez-moi. Ouais, mais essaie de pas tomber cette fois. Quoi? Non! Il y a des choses qui ne changeront jamais. Cette plante veut me manger, mais ça me donne quand même faim. Toujours faim aussi. On y est presque les gars. Maintenant, chacun pour soi les mecs. Poussez-vous! Ah, yes! Faut vraiment qu'on... Super Mario 3D World plus Bowser's Fury sur Nintendo Switch. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien, quelle que soit votre assurance. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre votre nouveau filtre d'habitacle. Si vous partez à l'aventure et changez de style au retour, Philips S9000 Prestige rase même votre barbe de 7 jours. Philips S9000 Prestige. Précision ultime, confort parfait. Rendre la vie meilleure est toujours possible. Philips. Est-ce que la voiture électrique du futur volera? Pourquoi faire? Non, elle aura un tableau de bord 3D pour qu'on soit au courant de tout, tout le temps. Et elle roulera longtemps? Oui, on pourra aller super loin. Elle se rechargera rapidement? Oui, et on pourra la recharger à la vitesse de l'éclair. Votre futur commence maintenant avec la i208 100% électrique à partir de 159 € par mois. Oh cool, les citrons. Tous les prétextes sont bons pour trinquer. Tourtel Twist, c'est la gourmandise du jus de fruits, la fraîcheur de la bière et c'est sans alcool. Tourtel Twist se rapproche. Ouais, Babs, t'es où? Ah, ma chérie, je suis désolé, je suis coincé au bureau là. Ah, c'est pas grave. Et bon match. Bisous, papa. Bon, allez, en place. J'ai fait ce que j'ai pu. Je pense que ça devrait lui plaire. Alors, on est à 12% cette année. On a laissé un peu trop. Yes! Ouais, Lily, j'ai tout vu. C'était magique. Merci, Du grand spectacle en instantané avec iPhone 12 Pro et le grand réseau 5G Bouygues Télécom. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Vous connaissez votre taux d'hématocrit, vous? De quoi? Veuillez répéter. Hématocrit. Ça vient du grec. Ah, et puis vous m'enverrez votre taux d'hématocrit par mail. Voilà, merci. Chez AXA, nos experts vous répondent en toute confidentialité sur angel.fr. Vous avez pas vu mes écouteurs? Demande à Julien. Quand ça arrive. Demande à Baba. 6, 7 et 8. Peut-être dans la salle de bain. De la musique et des podcasts pour toute la famille. Deezer Famille. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager.
Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. 10 € offerts sur votre première commande avec le code Avril10. On se fait un Deliveroo? Alors, votre avenir. Ah. Aïe. Oula. Oh là là. Bon, alors là... Eh ben, je vois de la sérénité. Ah bon? Au moins 4 ans. Ça s'est éclairci. Ouais. Avec les offres Citroën, vous saurez de quoi l'avenir sera fait. La garantie et l'assistance sont offertes pendant 4 ans sur une large sélection de modèles. Tous nos points de vente sont ouverts, prenez rendez-vous sur citroën.fr. Citroën. La météo avec les innovations CIC et vous. Bloquer et débloquer sa carte bancaire immédiatement depuis son mobile. Bonjour à tous, le temps change à partir d'aujourd'hui avec le retour des perturbations atlantiques. La première, associée à une dépression circulant sur les îles britanniques, apporte de la pluie aujourd'hui, mais aussi de très fortes rafales de vent. Ces dernières heures ont été marquées par des pointes à plus de 100 km/h enregistrées en bord de Manche et sur le littoral de la mer du Nord. Et ça continue cet après-midi avec encore de bonnes bourrasques à 70-80 km/h au nord de la Seine. La pluie, elle, s'étire de l'Atlantique jusqu'au nord-est. Quelques averses à l'arrière avec aussi un peu de soleil entre la côte d'Opale et le Cotentin. Le temps reste plus calme plus au sud, entre l'Aquitaine, le sud des Alpes et la Corse, avec un ciel à peine voilé. Les températures, elles perdent 1 ou 2 degrés par rapport à hier, avec 11 degrés prévus cet après-midi sur le plateau de Langres. Il fera 14 à 15 degrés en Bretagne et jusqu'à 22 degrés à Nîmes et Perpignan. Demain, une nouvelle perturbation approchera des régions du nord-ouest vers la Bretagne avec le ciel qui va s'ennuager. Petite pause sur les autres régions avant l'installation d'un temps pluvieux et venté jeudi, alors que le soleil se maintiendra plus au sud. Très bel après-midi. Avec les innovations CIC et vous. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. Votre programme avec Slim Sonic, la révolution minceur. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. On a la même circonscription. 13h01, la suite du grand débat d'LCI Midi. Nous sommes toujours avec Arlette Chabot, François Calfon, Valérie Gomez-Bassac et Jérôme Rivière. Dans un instant, nous allons parler de Napoléon, à la veille de la commémoration des 200 ans de la mort de l'empereur. Mais d'abord, j'aimerais vous parler des riches, des très très riches, des très 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 riches, avec un chiffre, plus 439%. C'est la hausse spectaculaire du patrimoine des milliardaires français entre 2009 et 2020. Après la Chine, qui est une économie sur la dernière décennie en plein essor, c'est en France que le patrimoine des ultra-riches, parce que là, attention, on parle des ultra-riches, a le plus grossi dans cette décennie. À titre de comparaison, la fortune cumulée des milliardaires américains a progressé de 170% contre 439 chez nous. Les Allemands, 175%, Britanniques, 168%. La France fait donc exception. C'est inédit dans notre histoire. Valérie Gomez-Bassac, c'est une bonne nouvelle, c'est signe que les groupes français, les groupes de ces milliardaires, parce qu'on trouve Arnaud, Bettencourt-Meyers, les propriétaires de Chanel, se portent bien. C'est une bonne nouvelle. Disons que moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des riches qui s'enrichissent si les pauvres ne s'appauvrissent pas. Donc, ça ne me dérange pas s'il y a un réinvestissement dans l'économie, si ça crée de l'emploi, si ça crée de la richesse. Il ne faut pas voir que le côté négatif des choses. Après, bon, comme on le dit, c'est sur une décennie. Donc, avant que les critiques fusent dans tous les sens, voilà, c'est une progression qui s'est faite sur. Vous voulez dire que ce n'est pas que grâce à vous, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ou à cause, ça dépend de qui va en parler. Ça dépend de qui va en parler. Mais oui, non, c'est plutôt une bonne chose, je pense. François Calfon, qui fait toujours non de la tête. Décidément, aujourd'hui, vous faites non de la tête. C'est le même jour. Alors, je vais faire un peu de politique et un peu de polémique, mais justifié. Monsieur Macron, il aime les ultra-riches parce que là, au lieu de nous dire c'est une bonne nouvelle, vous auriez dû dire qui va payer le tribut de la crise. Et quand monsieur Biden impose cette catégorie-là, et ben vous dites, vous voyez passer le train, vous commentez. Par contre, le même jour, on nous annonce la hausse de la taxe foncière. Décidément, M. Macron n'aime pas les gens. Alors, attendez, c'est pas on nous annonce. Un tiers des communes sont prêts à augmenter la taxe foncière. En compensation pour. Il y a des annonces en ce sens. Donc, qui est-ce qu'on taxe? Les gens qui, le fruit du travail d'une vie, achètent un bien immobilier pour payer finalement la suppression de la taxe d'habitation. Mais alors, circuler, il n'y a rien à voir sur les ultra-riches.
Or, c'est un débat mondial. Vous faites payer la crise aux gens qui ont cotisé toute leur vie pour avoir un appartement. Vous ne faites pas payer la crise aux ultra-riches. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Alors, vos premiers de cordée, d'ailleurs, M. Biden vous a répondu sans le savoir. Vos premiers de cordée et votre politique du ruissellement, M. Biden, qui vient du pays des ultra-riches, il dit que ça n'existe pas, le ruissellement. Eh bien, il y a un pays au monde où, j'allais dire, la droite, emportée par mon élan, les libéraux continuent à sponsoriser les ultra-riches et à taper ceux qui vivent du travail et de leur richesse dans le travail, c'est en France avec M. François Calfon, je précise plusieurs choses, parce que vous faites référence à la taxe foncière pour ceux qui nous rejoignent. Selon l'Association des maires de France, il faut prévoir une augmentation de la taxe foncière de 2 à 3% en moyenne sur cette année 2021 pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et puis financer les coûts engendrés par la crise. Voilà, pour être tout à fait précis, puisque vous faites référence à la taxe foncière. On prépare le terrain. Sur les plus riches, il faut passer à la caisse, nous a dit aussi, comme vous, Laurent Berger, ce matin, invité de LCI et d'Elisabeth Martichoux. Je crois qu'il faut en appeler à la solidarité. Dans cette période, il y a des gens, et particulièrement les jeunes, qui ont payé un tribut très très lourd aux choix qui ont été faits, et je ne les remets pas en cause. Il faut le rattraper. Et pour le rattraper, il faut trouver des financements. Pendant ce même temps, les très riches se sont enrichis. Ce n'est pas totalement absurde de leur demander de contribuer un peu à l'égard de la jeunesse. 2 ans. 2 ans. Voilà, je vais un peu vite. Pour aider la jeunesse, et puisque je remets dans le contexte aussi, vous faisiez référence à Joe Biden, 100 jours à la Maison-Blanche, qui promet de taxer les 1% les plus riches, qui dit qu'effectivement la théorie du ruissellement ne marche pas, mais Emmanuel Macron était revenu là-dessus, même si c'est vrai que la théorie des premiers de cordée était quand même assez structurante dans le programme d'Emmanuel Macron. Au FMI, qui n'est pas dangereusement noyauté par l'extrême gauche, ou les socialistes, je ne sais pas, François Calfon, il paraît qu'il n'y en a plus. Donc aux dernières nouvelles, qui propose d'instaurer un impôt mondial spécialement destiné aux personnes les plus riches. Oui ou non? Écoutez, les chiffres que l'on voit donnent absolument le vertige. On parle de sommes dont on n'est même pas capable de mesurer l'ampleur, des dizaines de milliards. Ça, c'est le résultat de cette politique ultralibérale, mondialiste, sans frontières, qui a profité à quelques-uns uniquement. Elle ne profite pas aux États, et donc ne profitant pas aux États, elle ne profite pas, pour ce qui concerne la France, aux Français qui travaillent. Mais c'est un sentiment un petit peu généralisé. Arnaud, le groupe Chanel, ils font travailler des gens. Non, ils font travailler des gens. Et aujourd'hui, l'enrichissement excessif d'un certain nombre de patrimoines, c'est de l'enrichissement qui est lié à de la mondialisation, qui est lié à l'abaissement d'un certain nombre de protections qu'on demande, qu'on réclame aux frontières de l'Europe, aux frontières de la France. Et tout ça, c'est des politiques qu'il faut évidemment réformer. Mais vous savez, allons vous allez dire à Chanel, vous allez faire moins de business ? Non, je ne dis pas à Chanel qu'il faut moins de business. On va vous vous explique taxer plus. On peut taxer plus, effectivement. On peut aujourd'hui faire en sorte de se protéger, parce que quand vous faites fabriquer à l'étranger, très loin, et que vous profitez de paradis fiscaux, là où vous le faites fabriquer, que vous exploitez éventuellement, je ne parle pas spécifiquement de Chanel, je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais que vous exploitez des enfants, que vous exploitez des gens dans les conditions de travail qui ne sont pas équivalentes aux conditions que vous avez en France, la protection sociale, ça a un coût, ça se paye, et ça se paye en France pour les Français. Chanel J'ai dit que je n'avais pas d'informations sur Chanel. J'ai dit simplement que des grands groupes utilisent massivement, notamment le travail en Chine, en Inde, dont on sait très bien qu'il n'est pas exercé dans les conditions. Et là, dans l'immédiat, vous vous dites, situation de crise, on taxe ou pas les plus riches? J'aurais voulu vous dire, moi, que j'ai... Bien sûr, le patrimoine ultra riche, bien sûr, évidemment. Et on peut pas demander, augmenter... Souvenez-vous, la crise des Gilets jaunes, elle a commencé parce qu'on augmentait le prix de l'essence et qu'on continue d'augmenter le prix de l'essence. Pourquoi est-ce que ce seraient les Français qui travaillent le plus, en le gardant pour les Français qui travaillent le plus et qui ont des revenus minimums, qui sont eux qui supportent l'effort national? C'est pas possible. Mais en sortie de crise, là, vous savez, on a et c'est quand même la même chose, c'est cet état d'esprit un peu ludique, un peu tout va bien. Emmanuel Macron qui sort ce petit tweet dans lequel on voit, il nous donne les dates du déconfinement en montrant des terrasses. Clip, oui. C'est une sorte de boboïsme parisien, parce que la réalité, c'est que la sortie de crise pour les Français, ça va être essentiellement le pôle emploi et les restos du cœur. Ça va pas être les terrasses de restaurants à Paris qui vont se réouvrir. Et ça, c'est quand même profondément injuste, et je pense que les Français, ils ont le droit à autre chose. Arlette Chabot, le monde d'après ne croit plus à la théorie du ruissellement.
j'ai bien compris. Enfin, Joe Biden n'y croit plus. C'est vrai que le président de la République avait corrigé un petit peu. Mais en tout cas, je vous parie, et d'ailleurs je suis sûr de gagner, que dans les mois qui viennent, eh bien, lorsque nous serons déconfinés, de quoi parlons-nous ? Eh bien, des impôts, de la taxation des plus riches, de la solidarité, évidemment. Ce que dit Laurent Berger ce matin est important parce que c'est la solidarité avec les jeunes. Évidemment, Bruno Le Maire répète tous les jours, chaque fois qu'on l'interroge, qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts avant la fin du quinquennat. Pas d'augmentation des impôts, sûrement, mais une taxation exceptionnelle des plus riches pour aider ceux qui auront le plus souffert de la crise. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement sera obligé d'y venir, surtout parce qu'on l'a dit et répété que du côté de Joe Biden, que la gauche adore, y compris la CGT aujourd'hui, parce qu'avec des plans de relance, avec de l'argent mis sur la table, avec des aides aux familles, eh bien Biden donne l'exemple. Alors on parle déjà en Europe d'un second plan de relance en France. On dit que le plan européen, qui n'est toujours pas arrivé, au moins l'argent n'est pas encore là, il n'arrivera pas avant l'automne, voire en 2022, au début de 2022, eh bien, on veut mettre plus d'argent sur la table. Et pour mettre plus d'argent pour la table, eh bien, on va taxer aussi. Alors, en fait, on va taxer les riches. Mais ça va relever du symbole, hein, pardonnez-moi, parce que c'est pas avec ça qu'on va tout régler non plus. Oui, mais excusez-moi, mais en matière de solidarité, l'impôt, c'est très important. Ça, c'est franchement le symbole des impôts. Vous ne pouvez pas demander effectivement aux gens de payer taxes foncières, même si c'est justifié par certaines communes, plus. Et puis, il y a aussi une autre manière, c'est ce que fait Joe Biden, c'est d'alléger l'imposition des classes moyennes et compensée par l'imposition des plus riches. Ça, c'est juste. C'est même ce que voulait faire Trump, qu'il n'a pas fait. Juste, bon, évidemment, j'apprécie les sarcasmes sympathiques d'Arlette Chabot à l'endroit de Joe Biden, mais je rappelle simplement... C'est pas sympathique, je dis que vous l'adorez, c'est vrai que c'est votre nouveau héros. Attendez. Moi, j'invite nos téléspectateurs à regarder qui est encalaminé dans la récession, ça s'appelle la zone Europe, qui n'a pas réglé la question de la vaccination et qui est dans la croissance. Quand vous écoutez les patrons, ils disent « mais nous, voilà, c'est l'expansion, les patrons mondiaux ». La Chine est sortie de la récession, les États-Unis sont sortis de la récession. On parle de croissance partout, sauf en Europe, où on est plongé dans l'incapacité de la Commission européenne et du gouvernement français à nous en sortir. Ça, c'est le point. Oui. Vous soulignez l'échec de l'Union européenne, je m'en félicite parce que c'est une réalité. D'accord, et quel est le lien avec les impôts ? Et plus on tarde, plus on va devoir taxer. Comme c'est une conversation, je répondais à... Oui, Ensuite, ce sujet-là de l'imposition de la fiscalité, ce n'est pas un gadget pour les élections présidentielles françaises. C'est un débat mondial. Donc, je voulais préciser une chose. Sur les groupes de luxe en France, je suis très heureux qu'on ait des groupes de luxe. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas taxer les entreprises de luxe, c'est taxer les gens qui les possèdent. Or, comme disait François Mitterrand, il y a des gens qui s'enrichissent en dormant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, vous n'avez plus besoin de travailler. Votre argent travaille et toutes les années, vous gagnez plus d'argent sans rien faire. Eh bien, il y a une forme, quand le pays a des difficultés comme ça, il y a une forme de normalité à ce que la solidarité nationale joue. Ça, c'est le premier point. Et on n'attaque pas L'Oréal et on n'attaque pas Chanel parce qu'on aime ces entreprises. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Le deuxième point, et ça, je ne vois même pas comment vous pourriez être contre, à moins que, par idéologie, dogmatisme mondialiste, les GAFAM ont volé de l'argent dans la poche. Je parle notamment d'Amazon et des autres, des petits commerçants, qui ont été sanctionnés à cause de votre politique de confinement extrêmement dure. Et le taux moyen d'imposition des GAFAM en Europe, c'est 1%. Vous avez enrichi les GAFAM à Los Angeles, dans la Silicon Valley, et vous avez appauvri nos commerçants et nos activités économiques. Eh bien, si la fiscalité, et partout dans le monde, ce débat est légitime, peut aller récupérer un peu d'argent dans la poche des GAFAM. C'est ce que cherche à faire l'Europe. D'accord, c'est un débat et je ne vois pas qui peut s'y opposer. Ou alors, il faudrait être Valérie Gomez-Bassac vous répond. Si vous voulez m'entendre dire qu'il y a des choses à revoir dans le système fiscal, je pense que ce n'est pas un scoop et que oui, il faudra y arriver. Et que si c'est en taxant les plus riches, oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut faire très attention. C'est toujours un équilibre à trouver. Il ne faut pas faire fuir non plus ceux qui sont créateurs d'entreprises, d'emplois, etc. Donc attention de parler vraiment des très très riches et pas des autres. Parce que ceux-là, on les a attirés. On est encore en train de les attirer, il faut les garder parce que c'est eux qui nous sortiront de la crise. Et quand je vous entends dire tout le monde est en progression au niveau économique et nous les chiffres tombent, il y a, moi je vois quand même, je lis aussi, attendons un petit peu parce que je vois aussi que dans certains secteurs d'activité, on annonce vraiment des progressions mais très importantes d'ici la fin de l'année. Quelque chose me dit qu'on n'échappera pas au débat sur la fiscalité au sens large. Bien sûr, et il y aura une crise et il va falloir travailler sur ça rapidement.
Non, et Bruno Le Maire le répète tous les jours. Donc, bien sûr, avec toujours, comme l'a dit Arlette Chabot, l'engagement que ça n'augmentera pas, que ça n'augmentera pas, que ça n'augmentera pas. Mais On voit déjà que sur la taxe foncière, ça va augmenter. J'aimerais qu'on avance un tout petit peu parce que demain, pas tout à fait à la même heure, mais demain après-midi, nous vivrons ensemble sur LCI la commémoration, je dis bien commémoration, des 200 ans de la mort de Napoléon. Sublime ou détestable, s'interrogent ce matin nos confrères de l'AFP. Sublime ou détestable, empereur des Français, mort, déchu, en exil, il y a donc 200 ans, à 51 ans. Emmanuel Macron saluera la mémoire de Napoléon. Alors certains disent à minima, mais après tout, on se souvient que Jacques Chirac avait refusé de célébrer la victoire d'Austerlitz. Le chef de l'État fera un discours d'une demi-heure et déposera une gerbe de fleurs aux Invalides sur le tombeau de Napoléon. Comment peut-on faire si peu, s'indigne Marine Le Pen. Oui, bien sûr, pourquoi ne pas célébrer Napoléon? C'est un des très grands personnages historiques. Je regrette que le président de la République le commémore à la va-vite. Je pense que le bicentenaire aurait évidemment mérité des commémorations plus importantes. Vous auriez fait quoi, une année Napoléon? Ah, mais pourquoi pas, oui, bien sûr. Enfin, il y a très largement, vous savez, il a tant fait pour le pays, et il a tant d'ailleurs donné au monde, objectivement, qu'on aurait pu au moins, effectivement, faire une année Napoléon, bien sûr. Emmanuel Macron n'ose pas, Arlette Chabot, ou c'est déjà ça? Il ose quand même, ce que je trouve moi tout à fait normal quand même, effectivement commémorer Napoléon, parce que si on nous retire Napoléon, cela dit, le président de la République dit bien qu'il va regarder en face, bien sûr, qui était Napoléon, et puis Jacques Chirac, évidemment, s'était crispé, François Mitterrand aussi avait oublié, évidemment, Napoléon, à cause du rétablissement, c'est le point le plus discuté, évidemment, le rétablissement de l'esclavage par l'empereur, par Napoléon, évidemment. Donc lui, il dit, on sait que le président de la République veut apaiser les mémoires, réconcilier même les mémoires. Bon, demain, il va regarder en face, et il fera sûrement d'un côté ce que l'on doit à Napoléon, ce que la France doit à Napoléon, et puis sans oublier évidemment les aspects négatifs. Mais si on oublie Napoléon, alors après on mettra qui en cause? Georges Pompidou avait lui-même, le dernier président de la République, célébré le bicentenaire de la naissance de Napoléon. Il avait fait le rapprochement entre les deux êtres d'exception, Napoléon et De Gaulle, qui ont sorti la France de l'ornière et lui ont donné une grandeur. Bon, franchement, Napoléon, De Gaulle, si on gomme les deux, c'est foutu. Et en plus, mais on ne peut pas aujourd'hui juger Napoléon à l'aune des critères qui sont ceux qui existent au sein de la République française 200 ans plus tard. C'est un chef d'État qui est structurant pour la France. Il a conclu la Révolution française. Il a établi l'État moderne qui est celui que nous avons aujourd'hui. Et le jugement... Essayer de juger aujourd'hui, avec les critères d'aujourd'hui, l'histoire ne conduit qu'à des aberrations. La Révolution française avait aboli l'esclavage, Napoléon, pardonnez-moi, l'a rétabli. Pardonnez-moi. Mais excusez-moi, on ne s'arrête pas sur ces sujets-là 200 ans après. Il est évident qu'aujourd'hui, l'esclavage est quelque chose... Mais on passe d'abord, comme nation, on s'intéresse à ce qui nous a construit, ce qui est constitutif. Et la conclusion de la Révolution française était extrêmement compliquée. Il a permis d'en faire quelque chose qui nous a permis d'avancer. Il a poser les bases d'un État moderne. Et donc je pense effectivement que c'est dommage. J'étais là il y a quelques jours avec des parlementaires polonais qui ne comprennent pas la timidité avec laquelle nous célébrons Napoléon. Eux, dans leur hymne national, célèbrent Napoléon. Il a marqué plus que la France, l'Europe tout entière. On va commémorer en Pologne les 200 ans de la disparition de Napoléon ? Je suis pas sûr. En Pologne, aujourd'hui, ils célèbrent Napoléon bien plus souvent que nous le célébrons. Ils ont une affection, je vous dis, il est cité dans son hymne national. Aucune rue, aucune avenue Napoléon, alors que par ailleurs, il y a les maréchaux et des références aux batailles. En image, là, vous avez quand même le tombeau de Napoléon qui est au cœur des Invalides, dans l'endroit le plus magnifique de Paris. Donc ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire... Non, simplement sur ces sujets-là, parce qu'en fait... Le voilà, le tombeau aux Invalides. Voilà, mais vous l'aviez en fond d'écran, donc je vais en faire profiter... Voilà. Et vous avez derrière vous, ça me permet mon introduction. La Roche-sur-Yon. Une statue de Napoléon. La question, c'est est-ce qu'on construit l'avenir en déboulonnant le passé ? Et là, la réponse, elle est clairement non. C'est-à-dire qu'on n'a pas déboulonné le passé. La question est, est-ce que les personnages historiques, les personnages structurants de notre histoire française sont d'un bloc ? Bien souvent, non. Et est-ce que les moments historiques sont d'un bloc ? Bien souvent, non. Napoléon, c'est avant Bonaparte, qui ensuite commet un coup d'État.
et qui rentre en guerre contre finalement toutes les nations européennes. Mais à ce compte-là, je suis passionné d'histoire, et notamment de l'histoire du grand siècle, de Louis XIV. Est-ce qu'on doit encore aller voir Versailles du fait qu'il a pourchassé les protestants ? Est-ce qu'on doit célébrer Monsieur son frère qui a mené toutes les grandes guerres depuis la Flandre jusqu'au fin fond de l'Europe ? Je pense qu'il faut être capable d'avoir des débats adultes et non pas dans la culture du clash de Twitter. C'est pas pour ou contre Napoléon. Je me souviens qu'à l'époque, quand nous étions capables d'assumer un débat public, il y a eu en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, une vraie dispute historique au sein même des familles politiques entre ceux qui disaient finalement la terreur c'est la mère de tous les stalinismes, ceux qui disaient on prend la révolution d'un bloc avec Robespierre, avec la terreur, et ceux qui disaient finalement c'est notre héritage. Et je pense qu'une nation, et nous sommes dans une nation crispée, on se balance des feux d'artifice pour chasser des dealers, on ne parle que des clashs. Eh bien, même dans le débat intellectuel, on doit être capable d'un peu plus d'intelligence collective et de nuance. Donc Napoléon est à prendre pour son œuvre législative, tout comme à critiquer, mais de manière sereine, sur le rétablissement de l'esclavage. Valérie Gomez-Bassac ? Je pense que ça fait partie de notre histoire et il faut garder ses repères. Il faut garder ses repères. Ça permet aussi d'informer, d'intéresser, de ne pas oublier de l'histoire avec ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. On n'a pas à en avoir honte. Peut-être pas en faire une fête non plus, mais rendre hommage, ça me semble nécessaire. Vous parliez du travail législatif qui a été fait et tout ce qui a été fait par et sous Napoléon, le Code civil, même si on peut lui reprocher, même à lui, d'énormes choses, notamment son côté patriarcal, etc., dans le Code civil, avec le peu d'espace fait aux femmes. Mais il n'empêche que c'est quand même notre droit et c'est surtout notre tronc commun à tous les autres droits. Donc on peut être fier de ce Code civil et de son évolution et de ce qu'il est devenu, mais ce sont nos racines. Pour moi, ce sont nos racines et nos enfants ne doivent pas oublier. Mais la critique, parce que c'est indispensable, elle est l'œuvre d'historiens. C'est pas l'œuvre des politiques. Et aujourd'hui, les politiques se sont emparés de ces sujets-là pour avoir une critique politique. Non, c'est ce que je disais au début de mon propos. Oui, il ne nous appartient pas en tant que politique de critiquer tel ou tel parti parce que nous jugeons par rapport à notre vision d'aujourd'hui. De l'histoire. Bien sûr qu'on s'en sert, mais c'est pour ça que politiquement, on accepte Napoléon avec l'ensemble de ses facettes et c'est le travail des historiens, par contre, qui doit être fait sur le sujet. On ne va pas détruire Nantes ou Bordeaux parce que ça a été les places négrières et que la bourgeoisie classique s'est construite... et les aristocrates s'est construite dans le commerce. On en parle. Donc, du coup, on en parle, on est serein, mais nous ne sommes pas dans la déconstruction systématique. Et d'ailleurs, je le dis à dessein, vous dites on en parle. Jean-Marc Ayrault puis Jonas Rolland ont fait un réel travail, mais c'est important, c'est un réel travail d'appropriation du passé enfoui d'une certaine manière et connu de tous, finalement, de la traite négrière et de l'enrichissement de ces places par la traite négrière. Donc on peut, assumer, débattre, dépasser, discuter, bref, enrichir notre démocratie plutôt que de déboulonner. Et ce sera sans doute le thème, l'enjeu aussi du discours d'Emmanuel Macron, de la prise de parole demain d'Emmanuel Macron qui sera en direct sur LCI, alors que nous nous apprêtons à commémorer les 200 ans de la mort de l'empereur. Merci à vous trois d'avoir participé au débat d'LCI Midi. Merci Arlette Chabot d'être venu m'épauler pendant cette émission. Dans un instant, nous revenons sur ces images de violence. Sont-ce des riverains ou des dealers qui ont répondu à coups de mortier d'artifice. En tout cas, les habitants de certains quartiers à Paris ne supportent plus la présence des toxicomanes la nuit, insécurité, les nuisances en tout genre. Nous y revenons avec justement des habitants qui vont témoigner avec nous dans LCI Midi. À tout de suite.